Que se passe-t-il lorsqu'un soldat nord-coréen mal entraîné est projeté tête la première sur l'un des champs de bataille modernes les plus meurtriers de la planète? Quand l'idéologie entre en collision avec l'artillerie, quand l'obéissance aveugle se heurte à la guerre par drone, quand des hommes élevés dans l'isolement affrontent de soudain un ennemi qui voit tout, entend tout et frappe sans avertissement. Les soldats nord-coréens qui apparaissent aujourd'hui sur les lignes de front ukrainiennes n'étaient absolument pas préparés à cela. Ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. Et surtout, pas de manière réaliste. La peur se propage dans leurs rangs et beaucoup d'entre eux ne désirent qu'une seule chose, rentrer chez eux. Mais comment sont-ils arrivés là ? Lorsque Vladimir Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale en février 2022, le plan était brutalement simple. Kiev tomberait en quelques jours. L'Ukraine s'effondrerait, l'Occident protesterait puis passerait à autre chose. Au lieu de cela, la Russie s'est engagée dans une guerre d'usure interminable qui dure maintenant depuis des années. L'Ukraine a riposté et ne s'est jamais arrêtée. Grâce aux armes occidentales, aux renseignements et à une résistance acharnée, elle a transformé le blitzkrieg de Poutine en une plaie béante. Les pertes russes ont explosé. Des centaines de milliers de morts ou de blessés. Des milliers de chars, de véhicules blindés et de systèmes d'artillerie détruits. Ce qui devait être une démonstration de force est devenu un désastre au ralenti. Désespéré par le manque d'hommes, Poutine s'est tourné vers l'étranger. En juin 2024, il a rencontré Kim Jong-un à Pyongyang. Le résultat fut un vaste pacte de défense engageant les deux nations à se soutenir par tous les moyens nécessaires en cas d'attaque. 2 mois plus tard, l'Ukraine pénétrait dans la région russe de Koursk. C'était tout le prétexte dont Moscou avait besoin. La Corée du Nord a répondu à l'appel. En novembre, les services de renseignement américains ont confirmé qu'entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens étaient arrivés en Russie. Ils ont immédiatement été désignés comme cible militaire légitime. Et presque dès leur arrivée, ils ont été envoyés vers le front. C'est là que les failles sont apparues. Ces soldats ne parlaient pas russe. Ils ne connaissaient pas les armes russes. Des vidéos ont montré un entraînement précipité. Des cours sur les mines terrestres se transformant en leçons de langue maladroite, des ordres de base mal compris, des instructions mortelles mal traduites, un mot de travers, un pas mal placé, une explosion. D'anciens responsables du renseignement avaient averti que ce serait un désastre. Barrière linguistique, aucune expérience du combat, aucune exposition à la guerre. Moderne. Et ils avaient raison. Imaginez être à leur place. Vous avez été formé toute votre vie sous un seul système, une seule doctrine, une seule réalité. Et soudain, vous êtes intégré à une armée étrangère, équipée de matériel inconnu, et on vous dit que dans quelques semaines, pas des mois, vous affronterez des troupes ukrainiennes aguerries, équipées de drones, d'artillerie de précision et de renseignements en temps réel. Pour beaucoup, la peur est écrasante. Puis est venu le premier contact. Début novembre, les forces ukrainiennes ont frappé des positions à Koursk où des soldats nord-coréens s'entraînaient près de la ligne de front. L'artillerie s'est abattue sans avertissement. Ce qu'ils croyaient être une préparation s'est transformé en combat en quelques secondes. Les responsables ukrainiens ont décrit la rencontre sans détour, dévastatrice pour les Nord-Coréens. D'anciens membres d'unités d'élite nord-coréennes ont depuis confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Ces soldats ne sont pas prêts. Ils n'ont jamais combattu dans une guerre moderne. Ils se sont à peine entraînés avec des équipements de vision nocturne ou thermique. Face aux forces ukrainiennes, ils sont exposés, vulnérables et des cibles faciles. Les estimations de pertes sont terrifiantes. Certains responsables avancent que les pertes pourraient atteindre 90%. Et le moral, il s'effondre. Coupés de leur pays, surveillés par des officiers politiques, conscients que la désertion pourrait entraîner des représailles contre leur famille, ces soldats sont piégés. Certains ont déjà fui, des rapports confirment des désertions à Koursk et Bryansk, avec des soldats abandonnés sans nourriture ni ordre, laissés dans les forêts, jusqu'à ce qu'ils fuient pour survivre. En parallèle, ils découvrent un monde qu'ils n'ont jamais connu. Internet ouvert, l'information, la réalité. Ils voient, peut-être pour la première fois, ce qui les attend réellement. À quel point leurs chances de survie sont minces. L'Ukraine le sait, et elle en tire parti. Des messages appelant à la reddition et à la défection inondent le champ de bataille. Et ils fonctionnent. Les experts estiment que beaucoup de Nord-Coréens choisiront la fuite plutôt qu'une mort certaine, même en connaissant le prix à payer au pays. C'est là toute l'horreur de cette histoire. Ces hommes ne sont pas des guerriers préparés au combat, ce sont des pions jetés dans une guerre qu'ils ne comprennent pas.
pour des dirigeants qui ne saigneront jamais à leur côté. Utilisés pour absorber le feu, utilisés pour gagner du temps, utilisés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pour eux, le choix est insupportable. Combattre et probablement mourir à Koursk, ou fuir et condamner ceux qu'ils aiment. Rien d'étonnant à ce que tant d'entre eux supplient de rentrer chez eux. Si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Et cette terreur ne disparaît pas lorsque les armes se taisent pour la nuit. Pour ces soldats nord-coréens, il n'existe aucun véritable arrière, aucune zone sûre où reprendre souffle. Même loin du front, ils restent sous surveillance constante, des commandants russes qui ne leur font pas confiance, et des officiers politiques nord-coréens dont la seule mission est d'observer, de rapporter et de punir. Chaque mot prononcé, chaque regard échangé peut être interprété comme une dissidence. La peur les suit partout, plus étroitement encore que leurs uniformes. La nuit, la réalité de leur situation s'impose pleinement. Les grondements lointains de l'artillerie ukrainienne, le claquement sec des drones au-dessus de leur tête, les éclairs soudains à l'horizon leur rappellent ce que la mort ne prévient pas. Elle frappe sans avertissement. Ces hommes ont été élevés dans les défilés, les slogans et les exercices militaires soigneusement mis en scène. Ils découvrent aujourd'hui que la vraie guerre est chaos, confusion et panique lorsque les ordres n'arrivent pas ou n'ont aucun sens. Certains se figent sous le feu. D'autres fuient dès que les obus commencent à tomber. Non par lâcheté, mais parce que leur entraînement ne les a jamais préparés à ce type de champ de bataille. Les forces ukrainiennes combattent avec précision, coordination et une technologie que les Nord-Coréens n'ont pratiquement jamais vue. Les optiques thermiques transforment la nuit en jour. Les drones traquent le moindre mouvement. L'artillerie frappe à des kilomètres de distance. Pour des soldats à qui l'on a appris que l'obéissance seule gagnait les guerres, cette réalité est écrasante. Et puis, il y a la guerre psychologique. L'Ukraine sait exactement qui sont ses soldats et à quel point ils sont vulnérables. Tracts, messages par haut-parleurs et émissions radio les exhortent à se rendre, leur promettant nourriture, soins médicaux et survie. Des mots simples mais terriblement efficaces. Car pour beaucoup de ces Nord-Coréens, la reddition apparaît soudain comme le seul chemin qui ne mène pas à une tombe anonyme ou à une statistique oubliée. Ainsi, la question évolue. Non plus pourquoi des soldats nord-coréens se trouvent en Ukraine, mais combien survivront assez longtemps pour en partir. Car chaque jour passé à Koursk rend la vérité plus difficile à ignorer. Ils n'ont pas été envoyés pour gagner. Ils ont été envoyés pour saigner, pour retarder l'avancée ukrainienne, pour combler les brèches d'un front en train de s'effondrer, pour mourir en silence, loin de chez eux, dans une guerre qui n'a jamais été la leur. Pour certains, l'effondrement est aussi moral que physique. Chaque jour passé sur ce front étranger érode un peu plus ce qu'il leur restait de certitude. Les slogans appris par cœur ne protègent pas contre les éclats d'obus. Les promesses du régime ne stoppent ni l'hémorragie ni la peur. Beaucoup comprennent trop tard qu'ils ne sont pas des alliés, mais une ressource jetable. Dans cette guerre saturée de capteurs, de satellites et de frappes coordonnées, leur anonymat est total. Personne ne connaîtra leur nom, personne ne racontera leurs histoires. Ils disparaîtront comme tant d'autres, engloutis par une guerre moderne qui broie ceux qui y entrent sans préparation, sans choix et sans espoir réel de retour.